Donc la session de cet après-midi, on va commencer avec l'équipe de Limoges, professeur Philippe Nubucpo et le docteur Aurélie Lacroix, pour nous parler de cette recherche autour de BDNF qu'ils connaissent très bien, qui ont mené depuis longtemps. Et vous allez voir que les marqueurs biologiques, parfois, c'est difficile à comprendre et l'utilité, alors que là, ils en ont fait... ils arrivent à être très pédagogues et nous expliquer exactement à quoi ça sert et comment ça peut fonctionner. Allez-y. Donc, je me présente, donc Aurélie Lacroix, et je vais présenter en compagnie du professeur Nubucpo les recherches de facteurs pronostiques de succès d'un sevrage en alcool, la place du BDNF, du pro-BDNF et de l'épigénétique. Donc, tout d'abord, on va vous faire une petite introduction. Donc, les troubles de l'usage de l'alcool induisent des mortalités directes et indirectes évitables. Les TUA sont associés à divers phénomènes neurobiologiques. Lors du sevrage, la neuroplasticité est fortement sollicitée, induisant un remodelage synaptique important, mais aussi des réorganisations des connexions neuronales, qui induisent la synthèse de neurotrophines, comme celle du BDNF, autrement nommé Brain Derived Neurotrophic Factor. Ce BDNF est une protéine de signalisation extracellulaire. Il a un rôle dans la neurogenèse, la neuroprotection et la neurodégénérescence. En réalité, les travaux qu'on présente aujourd'hui sont le fruit de recherches qui ont commencé depuis plusieurs années, 2005, par l'équipe du docteur Maloza, que nous avons poursuivi et que d'autres continuent aujourd'hui. Donc, le premier PHRC que nous avions obtenu, c'était pour évaluer des patients qui venaient demander un sevrage résidentiel complexe en alcool. Et on a inclus 330 sujets qu'on a suivis pendant 2 ans, 24 mois. Donc, une consultation, en tout cas, une évaluation tous les 6 mois. Et ce que révèle cette étude, c'était plutôt des hommes qui demandaient le soin, donc toujours ce déficit de l'accès aux soins des femmes. Des gens plutôt jeunes, autour de 45 ans, qui étaient plutôt assez bien insérés socialement. 45% avaient un travail, mais qui vivaient seuls pour plus d'un tiers. Et ce qu'on avait observé à différents temps de l'évaluation, l'abstinence donc clinique et biologique. À l'époque, on avait fondé l'abstinence biologique sur les VGM et les gamma-GT. Les CDT n'étaient pas encore leur utilisation n'était pas très développée. Eh bien, un peu plus de la moitié étaient abstinents cliniquement à 6 mois. Et on retrouve le même, des taux un peu plus bas que 50% à tous les 6 mois lorsqu'on faisait des évaluations. Et l'abstinence biologique était un peu plus, pour nous, entre guillemets, plus élevé que l'abstinence clinique. Et quand on voit sur les 24 mois, ceux qui sont restés abstinents à tous les suivis et jusqu'à 2 ans, ils ne sont qu'à peu près 10% au plan de l'abstinence clinique, 16% pour la normalisation des gamma-GT et des VGM. Donc 23% sont restés non abstinents à tous les suivis de l'étude et jusqu'à la fin. Et 67%, donc la grande majorité étaient abstinents intermittents, c'est-à-dire parfois ils étaient abstinents, d'autres fois non. Ça nous avait conforté aussi sur l'idée que l'abstinence n'était pas la seule solution et que la réduction de la consommation était une voie avant même que les travaux nous l'imposent comme alternative thérapeutique en France. Et en faisant les analyses statistiques, on avait remarqué que certains facteurs sociodémographiques pouvaient être des facteurs de chance ou d'être abstinent à 2 ans. C'était le fait d'avoir un âge de plus de 60 ans et le fait d'être de genre féminin. Par contre, on avait vu aussi qu'il y avait une dépressivité élevée associée à la non-abstinence à toutes les évaluations. Dépressivité parce que c'était des échelles de dépression qui avaient été utilisées à l'époque et pas des diagnostics mini. Et aussi qu'un taux de mortalité était assez élevé dans cette cohorte, 6,3% de personnes qui étaient décédées.
Donc, dès cette période, on avait dosé le BDNF chez les patients et on avait commencé à M0 en comparant le taux de BDNF chez les demandeurs de sevrage et des témoins qui étaient des donneurs de sang dans un centre de transfusion. On a vu que le taux de BDNF circulant était plus élevé, donc 24,2, chez les contrôles donneurs de sang que chez les demandeurs de sevrage alcool, qui étaient autour de 22,9. Et par contre, à 6 mois, parce que là, on n'a pas fait le dosage de BDNF sur les 24 mois, on les a fait que jusqu'à 6 mois. À 6 mois, les abstinents avaient un taux de BDNF circulant plus élevé que les non-abstinents, mais leur taux de BDNF était aussi plus élevé que celui des donneurs de sang. Donc, on s'est dit que pendant le sevrage, il y a un processus d'activation de la synthèse de BDNF circulant et qu'il fallait aller regarder si cette neurohormone ne jouait pas un rôle dans le processus de neuroplasticité. Donc, nous avons fait un deuxième PHRC qui voulait étudier les facteurs de rechute à 6 mois, à 2 mois et à 6 mois. Et au plan clinique, là, ce qu'on retrouve, c'est que à 2 mois, ceux qui rechutent, à l'inclusion, ils n'avaient pas d'activité professionnelle. Et ceux qui rechutent à 6 mois, à l'inclusion, ils étaient déjà célibataires. Quand on voit le taux de rechute à 2 mois, à l'évaluation de 2 mois, c'est des gens qui consommaient des substances, autres que l'alcool en plus, et des gens qui avaient une dépression associée. À 6 mois, la consommation de substances réapparaît comme facteur prédictif de la rechute et aussi le score de craving. Plus le craving était élevé à l'admission, plus la rechute était importante à 6 mois. Donc là aussi, ça nous a conforté dans l'idée qu'on ne peut pas avoir un sevrage réussi si on ne prend pas en compte les comorbidités que sont la dépression et surtout si on ne travaille pas sur le monitoring du craving. Et les co-addictions, bien sûr. Et lors de cette étude, alors paradoxe, le taux de BDNF circulant, mesuré à tous les mois, augmentait, mais on voyait qu'il n'y avait pas de grande différence, cette fois-ci, entre les abstinents et les non-abstinents, ce qu'on avait trouvé au cours du PHRC précédent. On s'est dit que peut-être les critères de définition de l'abstinence, cette fois-ci qui étaient plus sévères, qui n'étaient pas que des critères cliniques ou biologiques, mais qui intégraient à la fois la clinique et le taux de CDT, avaient dû jouer un rôle dans ce résultat-là. Alors, on s'est dit, bon, on va quand même poursuivre l'exploration de la place du BDNF, puisque de toutes les façons, il se passe quelque chose au moment du sevrage avec le BDNF. Et on s'est dit, on va peut-être étudier la forme du BDNF pour voir si ça joue un rôle, donc le polymorphisme en question. On avait lu les travaux de Vojna et collaborateurs qui avaient montré que le polymorphisme de simples nucléotides, le RS6369 ou Val33-MET, était associé à une plus forte dépendance à l'alcool et à un taux de rechute plus élevé dans la population qu'ils avaient étudiée. Donc on s'est dit on va l'étudier aussi. Et on a rajouté un autre polymorphisme qui était aussi bien connu, travaillé par Kang et collaborateurs, qui était le R96-23-69, qui lui était associé à une plus forte suicidalité dans ces échantillons-là. Et dans ce que nous avons retrouvé, on n'a pas pu confirmer les résultats de Vojnar et collaborateurs. On n'a pas retrouvé le R62-65. Par contre, on a vu en lien avec l'abstinence, une différence d'abstinence, le deuxième polymorphisme qui était donc le R96-23-69. On a essayé de faire un modèle de régression pour voir finalement quels sont les facteurs qui étaient associés à un taux d'abstinence plus élevé. Donc, en mettant dans le modèle l'âge, le taux de gamma-GT, l'usage de tabac actuel, les traitements médicamenteux, la dépressivité actuelle, le nombre de sevrages antérieurs et le polymorphisme dont je vous ai parlé, le R62-65. Et ce qui ressort finalement dans notre modèle, il y a 4 éléments qui ressortent à l'inclusion.
c'est surtout le nombre de sevrages antérieurs, le nombre de verres consommés, l'épisode dépressif actuel et puis une forme de l'allèle du mètre 62-65. À 6 mois, il n'y a plus que 3 facteurs qui ressortent, qui sont le nombre de sevrages antérieurs, l'épisode dépressif en cours et l'allèle du val mètre 62-65. On est allé aussi un peu plus loin. On a essayé de voir l'état somatique de nos patients. On a mesuré la fibrose et le taux circulant de BDNF. Là encore, on a vu que lorsque la fibrose hépatique était élevée, le taux circulant de BDNF était plus faible. Et donc, ces travaux-là ont été poursuivis avec Aurélie Lacroix et Muriel Girard sur les aspects plus génétiques. Je vais lui laisser la parole. Alors, merci Philippe Fort de l'ensemble de ces constatations préalables. Et à partir de la littérature, nous avons vu que les taux sériques de BDNF étaient plus faibles chez les patients atteints d'un TUA versus des T- sains. Mais aussi, par nos études antérieures, nous avons vu qu'après sevrage d'alcool, une étude antérieure nous avait permis d'observer qu'il y avait une augmentation des taux sériques de BDNF qui était amorcée pendant le premier mois et qui persistait toujours pendant les 6 mois suivants. Et nous nous sommes interrogés au travers de 2 autres études qui ont été menées s'il y avait un lien entre l'augmentation des taux sériques de BDNF et l'abstinence, comme nous avons pu le voir précédemment, mais aussi si le BDNF, son précurseur et l'épigénétique pouvaient être des acteurs qui étaient impliqués dans la progression et dans la rémission du trouble de l'usage de l'alcool. Et y avait-il, comme l'a dit le professeur Nubukpo, une influence des épisodes dépressifs comorbides. Ainsi, dans une première étude qui a suivi toutes les précédentes, nous avons étudié le lien du BDNF avec son précurseur, le pro-BDNF, dans les troubles de l'usage de l'alcool. Donc on sait que le BDNF est synthétisé après un clivage protéolytique de son précurseur, le pro-BDNF, en pro-BDNF. Le BDNF a des effets anti-apoptotiques et inhibe la dépression à long terme, alors qu'à l'inverse, le pro-BDNF, lui, favorise l'apoptose neuronale et favorise la dépression à long terme. Donc on aime utiliser les deux ensemble parce qu'il y a un intérêt dans la balance survie-apoptose. De plus, le rapport BDNF-pro-BDNF est un indicateur d'intérêt pour évaluer l'évolution de ces troubles psychiatriques, comme l'a montré Yang dans son étude. Ainsi, au travers d'une nouvelle étude, nous avons étudié l'évolution du BDNF et du pro-BDNF sérique chez des patients atteints de troubles de l'usage de l'alcool, avec ou sans épisode dépressif, entre le sevrage alcoolique à M0 et 2 mois plus tard. Ces patients sont issus de l'étude BDNF-alcool, donc on en a pris 99 et nous avons pris 40 témoins qui n'avaient ni TUA ni épisode dépressif. Nous avons étudié la sévérité au travers de l'audit, le craving au travers de l'OCDS, l'anxiété au travers de la Hamilton anxiété et la dépression au travers de la MADRS. Et nous avons par ailleurs fait des prélèvements sanguins AM0 et AM2 afin d'étudier les taux sériques de BDNF et de pro-BDNF. Nous avons pu observer une augmentation du BDNF qui est significative après le sevrage, qui est indépendante du maintien de l'abstinence. Nous avons également observé une stabilité du taux de pro-BDNF avec pas d'influence sur son abstinence, mais plutôt en lien avec l'épisode dépressif qu'avec l'abstinence. Au total, on observe une augmentation du ratio BDNF pro-BDNF de manière significative avec arrêt de la consommation d'alcool. De plus, nous avons pu démontrer que le taux de BDNF chez les abstinents et chez les non-abstinents, sans épisode dépressif, était inférieur aux témoins à M0 de manière significative. Par contre, ces différences disparaissaient au temps M2. Enfin, nous avons observé que le taux de BDNF était inférieur chez les patients atteints de troubles de l'usage de l'alcool avec un épisode dépressif versus ceux qui n'étaient atteints que d'un TUA. Il y aurait donc un effet cumulatif du trouble de l'usage de l'alcool et de l'épisode dépressif. Dans une deuxième étude qui a visé à étudier l'épigénétique de manière plus avant à celle précédente, nous avons étudié le SNP-RS 62-65 dont a parlé Philippe précédemment, le VAL 66 MET,
qui est situé dans le chromosome 11. Ce SNP module l'expression du gène et la synthèse protéique qui en résulte, ce qui influence potentiellement la sévérité du trouble de l'usage de l'alcool et ou son risque de rechute. Il y a donc une augmentation globale de la méthylation des gènes chez les sujets souffrant d'un trouble de l'usage de l'alcool. Celle-ci a une double résultante, une régulation des gènes par l'épigénétique qui est probable, mais aussi celle du promoteur du gène du BDNF en lui-même qui pourrait faire l'objet d'une forte régulation épigénétique. C'est celle-ci que nous avons regardée et la précédente avait déjà été regardée dans l'étude que vous a montré Philippe. Ainsi, nous avons pu regarder que les polymorphismes du gène BDNF avec l'existence d'un épisode dépressif comorbide influençaient les taux sériques de BDNF après le sevrage alcoolique, comme il l'avait démontré dans son étude, et que les polymorphismes du gène BDNF et la protéine exprimée participaient aux mécanismes liés au trouble de l'usage de l'alcool au moment du sevrage. Mais qu'en est-il de la régulation épigénétique au niveau de son promoteur? Pour ce faire, donc, nous avons mesuré les taux sériques du BDNF et le degré de méthylation des îlots CPG du promoteur du gène du BDNF chez des sujets souffrant du trouble de l'usage de l'alcool lors d'un sevrage en alcool AM0 et AM4. Nous avons étudié leur évolution entre ces deux temps, regardé l'association à la dépression et à l'anxiété. Et nous avons réalisé ceci sur une étude pilote de 12 patients à M0 qui étaient 6 abstinents et 6 non-abstinents stricts à M4. Pour mesurer les taux sériques, nous avons utilisé la méthode de l'ELISA et pour la méthylation, celle du pyroséquençage au bisulfite. Nous avons ainsi ciblé 4 îlots CPG dans le site CPG1 du promoteur du gène du BDNF. Sur l'exon 4, nous avons ciblé 6 sites CPG. Et sur l'exon 9, nous avons ciblé 2 sites CPG ainsi que le RS6265 dont nous avons parlé précédemment et qui est contenu dans l'exon 9. Ce que nous avons pu démontrer, c'est une augmentation du taux sérique du BDNF pendant l'abstinence, mais aussi une variation du niveau de méthylation du BDNF, notamment de son exon 1. Et les deux ont pu être corrélés parce qu'il y avait une absence d'influence de la dépression et de l'anxiété mesurée. Ainsi, au travers de ces deux nouvelles études, nous avons pu démontrer la présence de marqueurs biologiques qui pourraient nous permettre, en fait, de caractériser le trouble de l'usage de l'alcool par une mesure des neurotrophines et notamment du pro-BDNF au moment de l'arrêt de l'alcool et faire une différence ainsi entre les bons et les mauvais répondeurs qui souffrent d'un TUA avec un épisode dépressif. Dans la deuxième étude, nous avons également pu démontrer l'intérêt de la régulation épigénétique du promoteur du gène du BDNF et notamment de son exon 1 qui permet d'observer une variation des taux sanguins de BDNF lors de l'abstinence. Ainsi, ce seraient 2 bons marqueurs biologiques à utiliser dans ce cadre-là. Voilà, alors là, c'est l'ensemble des publications que vous avons présentées ce jour qui sont issues de nos travaux, comme l'a dit Philippe, depuis 2005, dont 2 nouvelles études. Voilà, je tenais à vous remercier de votre attention. Merci pour cette belle présentation dans le temps et de manière très pédagogique, parce que la génétique, c'est toujours un peu compliqué, mais là, je crois qu'on a tous bien compris votre présentation. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Bonjour à tous. Merci beaucoup pour cette présentation. C'était passionnant. C'était très pédagogique. Qu'est-ce que c'est le BDNF, s'il vous plaît? Et donc, merci. Et la continuité de ma question, c'est est-ce que vous pourriez résumer en 2 minutes votre propos pour les Moldus? Merci. Alors, pour compléter la question, c'est que dans ma jeunesse, j'étais à Londres pendant 1 an et on a travaillé sur cette question de BDNF dans le temps, on disait qu'il y avait des gens qui étaient Val-Val, Met-Met, Val-Met. Et donc, la réponse Met-Met permettait de prédire la réponse thérapeutique
avec la présence de ce qu'on appelait neurological soft science, les signes neurologiques mineurs. Et quand on faisait une imagerie cérébrale, on pouvait, il fallait être bien habile pour les voir, mais au niveau de l'imagerie cérébrale, on pouvait trouver des lésions qui ne se voyaient pas à l'œil nu, mais qui pouvaient aussi associer entre les signes neurologiques mineurs, l'imagerie, plus si on était met-met, de prédire qu'il n'y avait pas de réponse thérapeutique. Disons que parmi les facteurs qui pourraient prédire la réponse à un sevrage résidentiel complexe en alcool, le BDNF est un marqueur. Mais il faut faire attention, le taux de BDNF circulant n'est pas un bon marqueur, puisqu'il est à la fois perturbé chez des abstinents, non abstinents, des témoins. Mais plutôt que le BDNF circulant, il faudrait s'intéresser au pré-BDNF et à l'épigénétique du BDNF. Donc tout ça, il faut le modéliser. Les travaux sont en cours. On n'a pas encore une doctrine à servir. Nous présentons l'étape d'avancement de nos travaux. Mais peut-être que Aurélie, qui est biologiste, le dira beaucoup mieux que moi. Déjà, je vais répondre à votre question. Donc, c'est une neurotrophine qui est produite dans le cerveau. Et donc, ça permet en fait de marquer plein de pathologies. Et outre les pathologies dépressives ou encore du trouble de l'usage de l'alcool, elle est utilisée aussi dans les cancers. Donc, c'est pas seulement un marqueur en fait dans les pathologies dont on a parlé aujourd'hui, puisqu'elle est synthétisée dans le cerveau. Voilà, pour faire quelque chose de plus simple. Et ensuite, elle entraîne des voies de signalisation qui sont différentes, comme j'ai pu parler, survie, apoptose. Et c'est vrai que, comme le disait le professeur Nubukpo, en fait, ce qui est dans le sang circulant, c'est pas forcément en fait ce qui est représentatif d'être un bon marqueur. Et le pro-BDNF, comme il est précurseur, permet d'être un meilleur marqueur. Et on sait que la génétique et l'épigénétique, ce qui est dans nos chromosomes, en fait, sont aussi des très bons marqueurs parce qu'ils sont plus stables, en fait. Est-ce qu'une des idées sous-jacentes, c'est d'étudier l'intérêt qu'il pourrait y avoir à donner de manière exogène du BDNF, ou mieux, du pro-BDNF, de manière thérapeutique, ou pas du tout? L'idée, c'était de se dire, puisque 50%, plus de 50% de nos patients sevrés rechutaient à 6 mois, qu'est-ce qu'on pourrait contrôler pour éviter que cette rechute soit si rapide, c'est-à-dire pour éloigner la rechute? Est-ce qu'il faut agir sur les facteurs sociodémographiques? Est-ce qu'il faut agir sur des facteurs biologiques plus que d'autres? Est-ce que certains, en prenant un certain nombre de facteurs, est-ce qu'on peut avoir comme ça le profil de patients plus à risque de rechute et focaliser plus nos moyens sur ceux-là que sur les autres? En fait, c'était ça l'idée. Mais ce n'était pas d'apporter quelque chose d'exogène forcément dans le corps. Dans votre idée, c'est plus un marqueur, voilà, d'une potentialité évolutive, voilà, que de d'une causalité, d'une voilà, potentialité évolutive. Ouais. Pour continuer dans le sens de ce que tu dis, il y a un article qui est apparu par CASPI, C-A-S-P-I, en 2006, la revue Science, et qui montrait qu'il utilisait le BDNF pour prédire qui va devenir addict ou pas. Et donc, chez les enfants, vous vous rappelez de ce papier, qui a fait beaucoup de bruit, chez les enfants qui étaient met-met, avaient plus de risques de développer une addiction, alors qu'on était val-val, il n'y avait pas de risque, peu de risque, et quand on était val-met, c'est là il fallait absolument surveiller. Et donc, il en faisait un élément de prédiction. Et en même temps, nous, dans notre étude, les polymorphismes val-met n'est pas prédicteur de choses plus graves, alors que dans l'étude de Vaugener, c'était le cas. Donc, les choses ne sont pas si claires et si tranchées. Selon les publications, on n'a pas d'unanimité sur la contribution du BDNF vraiment à la rechute de l'alcool. La biologie est toujours l'interaction avec l'environnement.
Parfait. Je voudrais juste poser une question par rapport à si c'était possible de modifier le gène BDNF, sachant que pro-BDNF, c'est un peu compliqué. Mais je pense notamment à CRISPR-Cas9. Est-ce que ça serait envisageable dans ce gène-là ou pas? Je suis là. Je crois qu'il y a déjà eu des essais sur un CRISPR-Cas9 sur une modification. Par contre, pour qu'il se transforme en précurseur, je ne crois pas. Parce que, en fait, comme c'est un clivage protéolytique, je crois qu'on ne peut pas obtenir exactement la même protéine avec le CRISPR-Cas9. Merci. Super, merci beaucoup.